אין מחילה למי שהופך רכבים לכלי נשק ותוקף איתם אזרחים תמימים בתחנת הסעה. פיגוע הדריסה בירושלים הוא תוצאה ישירה של ההסתה של אבו מאזן ושל שותפיו בחמאס. حركة حماس تبارك العملية البطولية في مدينة القدس وتعتبر أنها رد فعل طبيعي على الجرائم الإسرائيلية. Bonsoir à tous, nouvelle édition spéciale donc ce soir sur i24 News après ce nouvel attentat perpétré aujourd'hui à Jérusalem qui rappelle le mode opératoire qui avait été utilisé il y a de cela quelques jours, c'est-à-dire qu'une fois de plus c'est un Palestinien au volant d'un véhicule qui a foncé sur un groupe de piétons le long de la ligne de tramway de Jérusalem. Vous verrez dans un instant des images très spectaculaires d'ailleurs relatant ce qui s'est passé. Le bilan ce soir, eh bien c'est une quinzaine de personnes qui ont été fauchées. L'un des blessés est décédé très rapidement lors de son transfert à l'hôpital. Il s'agit d'un officier du corps de police des gardes frontières. Et puis 13 personnes toujours hospitalisées ce soir, dont au moins 2 dans un état critique. Le conducteur de la voiture a lui été abattu peu après être sorti d'ailleurs de son véhicule avec une barre de fer. On vous relatera ça en détail dans un instant. Je salue d'abord sur ce plateau Olivier Rafovitch, bonsoir. Bonsoir. Colonel de réserve dans l'armée israélienne. Dror Even Sapir, bonsoir. Analyste politique donc sur i24 News. Et puis nous irons rejoindre nos envoyés spéciaux également sur le terrain à Jérusalem, car des émeutes quasi ininterrompues depuis cet après-midi, notamment dans le quartier de Chouafat où se trouve d'abord l'une des équipes d'i24 News avec Mathias Inbar, Shai Ben Ari et Sami Aboudiab pour les 3 chaînes donc d'i24 News. Et puis nous irons également dans un court instant tout près de l'esplanade du Mont du Temple ou esplanade des mosquées, car là-bas aussi eh bien, la source de tension est très grande. Cyril Amar et Tal Shalev sont présents. On va donc d'ailleurs dans un instant donc les retrouver. Je voudrais tout d'abord avec vous Olivier Rafovitch une première réaction à ce qui est en train de se passer. On a l'impression, est-ce que vous avez l'impression d'abord, est-ce que c'est une stratégie à votre avis? Est-ce qu'on est en train d'assister à une opération concertée, une vague d'attentats comme on a pu en voir dans les années 2000, ou bien est-ce qu'il s'agit d'actes isolés mais qui peuvent devenir une sorte de mode opératoire? C'est en aucun cas des actes isolés et spontanés. C'est une stratégie qui est voulue, planifiée, décidée au plus haut niveau de l'autorité palestinienne, en commun accord avec le Hamas et le djihad islamique, pour utiliser Jérusalem comme épicentre de nouvelles violences pour d'abord remettre sur l'agenda international le problème palestinien du côté des Palestiniens, mais également pour montrer aux Palestiniens au niveau interne que Abou Mazen est également le représentant légitime de tous les mouvements, incluant les mouvements islamistes intégrés. Donc il y a ici une radicalisation du mouvement palestinien, une radicalisation et une islamisation d'Abou Mazen et une vague d'attentats qui va être malheureusement en s'aggravant parce qu'il y a ici une stratégie, comme à l'époque de la seconde intifada, qui d'ailleurs s'était nommée, et pas par hasard, Intifada Tel Aqsa, des mosquées pour représenter l'alliance entre la lutte armée, la lutte violente et l'islamisme ou l'islam intégriste violent. Et c'est ce que malheureusement nous allons maintenant faire face dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Alors Cyril Amar, l'un de nos envoyés spéciaux, est en direct avec nous justement tout près de cette esplanade du Mont du Temple qui a mis le feu aux poudres dès ce matin avec de nouvelles émeutes. Je voudrais qu'on relate avec vous d'abord brièvement, Cyril Amar, ce qui s'est passé aujourd'hui à Jérusalem avant d'évoquer les réactions politiques qui sont nombreuses ce soir. Oui, l'attentat à la voiture bélier qui a eu lieu donc aujourd'hui à Jérusalem a eu raison de la vie d'un officier de la police des frontières, de garde frontière d'origine druze, faisant entre 8 et 10 blessés. L'auteur de cet attentat a été tué par les gardes frontières. Mais si vous voulez bien, Jean-Charles, Binyamin Netanyahou a eu des mots très durs aujourd'hui pour fustiger la responsabilité de Mahmoud Abbas dans cet attentat. C'était cet après-midi au Mont Herzl
Bruxelles lors des commémorations de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Il a eu des mots très durs. Il a estimé bien que Mahmoud Abbas était tout simplement responsable de cet attentat à la voiture bélier. Et il a estimé que cet attentat était une conséquence directe de l'incitation à la haine, de l'incitation à la violence de Mahmoud Abbas. Il a du reste rappelé que le Raïs de Ramallah avait tout récemment adressé une lettre de condoléances à la famille de l'auteur de la tentative d'assassinat dite de Yehuda Glick. Vous savez, ce juif israélien qui milite pour que les juifs puissent prier sur l'esplanade des mosquées et le mont du Temple. Alors il n'est pas le seul à avoir eu des mots très durs. Nous sommes rendus immédiatement après à la Knesset, le Parlement israélien, où se tenait également une cérémonie commémorative en présence du corps diplomatique présent en Israël. Nous sommes entretenus avec Aryeh Deri. Aryeh Deri, c'est un député, ancien chef de file du parti ultra-orthodoxe séfarade, Chasse. Je vous propose d'écouter sa réaction. Ce que Mahmoud Abbas a fait est très grave. Il doit condamner ses attaques. Tant qu'il ne le fait pas, il encourage ses actes. Il faut le tenir pour responsable. J'appelle le Premier ministre Netanyahou à employer toutes les forces militaires nécessaires pour rétablir la sécurité. Alors Cyril Amar, tout cela est évidemment lié à la situation explosive également sur le mont du Temple ou esplanade des mosquées, puisqu'il y a eu des incidents aujourd'hui et que le Hamas, qui porte en quelque sorte la responsabilité de l'attentat d'aujourd'hui, lie explicitement cet attentat à la situation sur l'esplanade des mosquées. Oui, évidemment, Jean-Charles, les réactions ne se sont pas faites attendre du côté du Hamas avec on peut s'en douter, un tout autre son de cloche. Si Benjamin Netanyahou a accusé Mahmoud Abbas, eh bien les Palestiniens, eux, accusent Israël. Dans un communiqué, ou plutôt face aux caméras, le porte-parole du Hamas s'est félicité de ce qu'il a qualifié d'acte héroïque aujourd'hui à Jérusalem, une réaction qu'il a qualifiée de naturelle face aux crimes israéliens, je cite, aux crimes israéliens, aux agressions, aux provocations d'Israël sur ce qu'ils appellent donc l'esplanade d'Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a toujours pas de réaction officielle du côté du Fatah, la faction du président palestinien Mahmoud Abbas, pas de réaction, mais ceux qui ont joint l'acte à la parole, Jean-Charles, ce sont les Jordaniens qui, vous le savez, aujourd'hui ont rappelé leur ambassadeur à Tel Aviv, Walid Roubaïdat, pour consultation suite à ce qu'ils ont qualifié de violation israélienne à répétition à Jérusalem, que ce soit sur l'esplanade des mosquées ou ailleurs. Voilà ce qui ne va pas donc apaiser les tensions entre Israël et la Jordanie. On sait qu'il y a quelques jours, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le souverain hachémite de Jordanie, Abdullah II, se sont rencontrés pour tenter de calmer le jeu. Mais là, force est de constater, c'est que le ton continue de monter. Merci Cyril Amar. On vous retrouve évidemment un peu plus tard dans cette édition spéciale. Dror Even Sapir, un mot justement de ces climats politiques. Les Israéliens qui s'en prennent surtout à Mahmoud Abbas face à cette nouvelle vague d'attentats. Oui, c'est très frappant. On a eu toute une série de réactions de la part de responsables gouvernementaux, Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, Naftali Bennett, peut-être celui qui a eu les mots les plus durs, puisque Naftali Bennett, ministre de l'économie, ministre aussi en charge de Jérusalem, on le sait moins, mais il est en charge au sein du gouvernement du dossier de Jérusalem. Et bien Naftali Bennett a affirmé, a déclaré que c'était Mahmoud Abbas qui était au volant de cette voiture bélier en quelque sorte. C'était lui, de par ses propos incitant à la violence anti-israélienne, qui était directement responsable des attentats qui ont été commis dans la capitale. Donc Avigdor Lieberman a lui aussi des mots très durs. Et puis Benjamin Netanyahou, comme vient de nous le rappeler Cyril, au cours de cette cérémonie à la mémoire d'Yitzhak Rabin sur le mont Herzl à Jérusalem, Benjamin Netanyahou qui s'en est pris à Mahmoud Abbas et à ses incitations anti-israéliennes. C'est un petit peu curieux parce que cet attentat a été perpétré par un responsable, par un militant plutôt du Hamas. Il a été applaudi, revendiqué en fait par le Hamas, mais les responsables israéliens s'en prennent avant tout à Mahmoud Abbas. C'est bien évidemment, c'est pas un hasard. Je suis pas certain, contrairement à ce qu'a dit M. Arafovitch, que cette série d'attentats soit coordonnée et commanditée par l'autorité palestinienne elle-même. Je pense qu'il s'agit plutôt d'attentats isolés, effectivement, d'initiatives individuelles, mais le fait est qu'elles ne sont pas condamnées par l'autorité palestinienne qui, en général, lorsqu'il y a des attentats terroristes commis par des membres du Hamas, condamne. Là, on n'a pas entendu de condamnation, bien au contraire, on a entendu plutôt des messages presque de compréhension, presque d'encouragement de la part des leaders du Fatah. Et ce qui est vrai, et c'est là où je suis par contre d'accord avec M. Rafovitch, c'est qu'on assiste de la part du Fatah et de la part de l'autorité palestinienne à un discours qui se teint d'islamisme, qui devient de plus en plus religieux,
avec effectivement la centralité d'une thème du mont du Temple. C'était le cas il y a une dizaine de jours lorsque Mahmoud Abbas appelait les Palestiniens à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher que l'esplanade des mosquées ne soit souillée. C'était le terme employé par des extrémistes israéliens, c'était les termes de Mahmoud Abbas. Donc on assiste effectivement à un retour de thèmes de plus en plus religieux et islamistes dans le discours de Mahmoud Abbas, qui est censé être un leader laïque, dans le discours des responsables du Fatah. Et il faut dire aussi que du côté israélien, la centralité du mont du Temple, même pour un parti comme le Likoud, qui n'est pas un parti religieux à la base, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau. Et là, il y a peut-être de la part de certains responsables du Likoud, pas de celle de Benjamin Netanyahou, qui lui a calmé le jeu et qui a assuré que le statu quo sera respecté sur le mont du Temple, mais de la part de plusieurs responsables du Likoud, il y a cette nouvelle centralité en fait du mont du Temple comme thème à la fois national et religieux. C'est nouveau. Est-ce que c'est bienvenu? Est-ce que c'est opportun alors que les tensions sont à leur comble à Jérusalem? La question peut se poser tout à fait légitimement. Olivier Rafovitch, là-dessus. Je pense encore une fois que le fait que l'assassin d'aujourd'hui soit le frère d'un prisonnier qui a été libéré durant l'échange avec Gilad Shalit, membre du Hamas, affilié au Hamas, prouve que le Hamas est d'abord impliqué officiellement en profondeur dans ce genre d'attaque. C'était également le cas la semaine dernière. Le fait qu'il y ait une revendication et presque une bénédiction, entre guillemets, des porte-paroles du Hamas à Gaza qui soutiennent l'attentat, prouve qu'il y a ici, et avec le temps qui est rapide, donc il y a ici véritablement une stratégie politique. Tout ce qui se passe à Jérusalem au niveau violence palestinienne n'est pas le fait d'actions spontanées et naïves. Jérusalem est trop importante pour les Palestiniens au niveau politique et religieux pour laisser faire des éléments, on va dire, incontrôlés. Tout est contrôlé à la manière palestinienne. Oui, mais on va prendre une voiture et foncer sur des passants des gardes frontières, c'est à la portée de n'importe quel apprenti terroriste. Oui, mais aucune infrastructure terroriste n'est nécessaire pour perpétrer ce genre d'attentat. Justement, si. D'abord, il faut qu'il y ait des candidats à l'action. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une endoctrination de ces gens-là à faire cette action. Ensuite, il faut qu'il y ait un soutien à la famille, parce que la famille maintenant va recevoir de l'argent. L'argent va être donné à la famille par le Hamas, également par l'autorité palestinienne. Donc il y a toute une enveloppe derrière cette attaque qui paraît spontanée, qui paraît naïve. Il y a aussi d'autres problèmes et d'autres responsables. Il y a d'abord la communauté européenne qui encourage, on va dire, un certain énervement des masses palestiniennes par rapport à Jérusalem. On attaque Israël, on montre du doigt à l'État d'Israël comme responsable de ce qui se passe en disant il y a une maison qui a été construite, il y a ici un permis qui a été construit, donc il y aura des réactions violentes. Il y a également, jusqu'en tout cas hier, une administration américaine, lorsque le Sénat et la Chambre des représentants n'étaient pas encore passés du côté des Républicains, qui soutenait quelque part des actions palestiniennes contre l'État d'Israël. Même si Kerry a condamné ce soir depuis Paris. Oui, mais c'est ce soir. Ouais. Ce soir, elle a condamné lorsque la Chambre des représentants et le Sénat ont changé de bord. Donc il n'y a plus le même Kerry, ni le même Obama. L'Amérique aujourd'hui change. La politique américaine va également changer. Mais jusqu'à hier, les Américains, en tout cas d'Obama, et Kerry en particulier, ont soutenu une action générale, je ne dis pas violente, mais ont soutenu en tout cas une critique forte du côté palestinien contre l'État d'Israël. Tout cela réuni. Ça ne justifie pas en aucun cas les attentats. Non, mais non, bien sûr que non. Mais ça encourage une ambiance qui arrive à des attentats. Non, dans l'ambiance de Jérusalem aujourd'hui, où nous voyons encore une fois aucune condamnation du côté palestinien et du côté arabe en général, on voit même le départ de l'ambassadeur de Jordanie pour consultation. On voit que aux portes d'Israël, il y a Daesh maintenant au nord également dans le Sinaï. L'ambiance générale, la critique par rapport à Jérusalem encourage encore une fois ce radicalisme. Moi, ce qui me gêne, c'est le fait que en Judée-Samarie, c'est calme. Et quelque part, ici, Mahmoud Abbas joue un jeu extrêmement compliqué, extrêmement dangereux. Il dit, là où je suis responsable, c'est calme. Là où mes forces ne sont pas présentes, c'est-à-dire à Jérusalem, il y a des problèmes. Quelque part, il dirait presque, laissez-moi rentrer pour que je fasse ce que je dois faire au niveau sécuritaire. Quelque part, il va encourager ici, du côté de la gauche israélienne et des courants, on va dire, en Europe, de laisser les Palestiniens de Mahmoud Abbas entrer dans Jérusalem-Est pour refaire ou pour remettre quelque part les aiguilles à l'heure. C'est quelque chose qui est dangereux parce qu'aujourd'hui, Israël ne veut pas un Mahmoud Abbas radicalisé et islamisé dans Jérusalem. Alors on va revenir d'abord en images sur les scènes de cet attentat d'aujourd'hui avec des images parfois assez spectaculaires, sujet préparé par Maxime Pérez. Il est un peu plus de midi. Voici l'un des grands axes routiers de Jérusalem, filmé par une caméra de surveillance. Au milieu du carrefour, une voiture surgit à toute allure.
Ces piétons regroupés devant une station de tramway ont à peine le temps de réagir. Sous leurs yeux, plusieurs personnes sont brutalement fauchées. Le chauffeur poursuit son périple meurtrier, mais une centaine de mètres plus loin, il s'encastre dans un autre véhicule. L'homme descend de son van et bien que titubant, il s'arme d'une barre de fer avec laquelle il s'en prend à plusieurs voitures et des passants. On se trouvait dans le secteur quand, avec 4 de mes hommes, nous repérons la voiture du terroriste qui percute plusieurs policiers et civils à côté du tramway. On a alors compris qu'il s'agissait d'un attentat et nous nous sommes lancés dans une course-poursuite. Le terroriste continue de percuter des gens jusqu'à que nous l'interceptions au croisement le plus proche. Des policiers le visent et l'atteignent de plusieurs balles. L'assaillant s'écroule, il meurt sur le coup. L'attentat qu'il vient de commettre va coûter la vie à un Israélien, un garde-frontière druze, et fera près de 14 blessés, dont 2 grièvement atteints. Le terroriste se nomme Ibrahim Al-Akri. C'est un Palestinien de 38 ans, originaire du camp de Chouafat, dans la partie est de Jérusalem. Il était connu comme un sympathisant du Hamas. Son frère avait d'ailleurs été libéré en 2011 lors de l'accord Shalit, qui a vu 1 millier de détenus palestiniens relâchés des prisons israéliennes. Depuis Gaza, le Hamas ne s'est pas contenté de saluer l'attentat. Il l'a revendiqué. Le Hamas bénit la courageuse opération à Jérusalem et la considère comme une réaction normale aux crimes israéliens à Jérusalem et à El-Aqsa. Le Hamas considère cette opération et toutes les actions similaires comme un signal qui montre que la situation va exploser à cause des crimes à Jérusalem et à El-Aqsa. Le Hamas appelle tout notre peuple à utiliser tous les moyens possibles pour arrêter ces crimes. Cette attaque à la voiture bélier est la seconde à frapper Jérusalem en l'espace de 3 semaines. Elle intervient alors que plus d'1 millier de policiers et gardes-frontières sont déployés dans la ville sainte, sur fond de tensions devenues quasiment quotidiennes. Justement, cette journée de mercredi avait démarré dans la violence, une fois encore sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées pour les Palestiniens. 2 jeunes lanceurs de pierres ont affronté les forces de l'ordre, qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. Le site a été fermé plusieurs heures avant de rouvrir ses portes aux touristes. Mais comme un cycle de violence impossible à enrayer, les heurts ont repris de plus belle dans l'après-midi. Une nouvelle fois dans la vieille ville et dans le quartier de Chouafat. Ces événements sont des événements que nous ne laisserons pas se reproduire, mais c'est un long processus. Et il faut comprendre qu'on ne peut pas restaurer la sécurité en un jour. À Jérusalem, la situation reste plus que jamais explosive. Des tensions qui dépassent largement le conflit israélo-palestinien. Comme un ultime avertissement à l'État hébreu, la Jordanie a rappelé son ambassadeur à Tel Aviv. Alors on ira dans un instant évidemment dans le quartier de Chouafat à Jérusalem où des heurts se poursuivent ce soir. Est-ce que vous avez l'impression que justement cette situation sur l'esplanade des mosquées ou du mont du Temple, puisqu'il y a 2 terminologies, est en train justement de devenir le point principal d'achoppement? Est-ce que c'est devenu une situation hors de contrôle pour Israël? Israël peut faire rétablir l'ordre à Jérusalem, mais ce sera très probablement un travail de très longue haleine. À partir du moment où le mont du Temple, effectivement, devient l'épicentre des crispations entre Israéliens et Palestiniens, avec un discours qui se radicalise du côté palestinien, avec un Mahmoud Abbas qui, effectivement, comme on a dit, par exemple, envoie des lettres de condoléances à la famille de l'auteur de la tentative d'assassinat contre le rabbin Yehuda Glick. Donc on a une progression dans le radicalisme de la rhétorique et du discours. Et à partir du moment où, du côté israélien, il n'y a absolument aucune confiance en Mahmoud Abbas et où, là aussi, le discours se radicalise contre le leader de l'autorité palestinienne, eh bien, on peut effectivement craindre que l'on soit à la veille d'une nouvelle vague de violence qui s'embrase. Et les 2 questions principales qui sont dans tous les esprits aujourd'hui, c'est dans quelle mesure cette vague de violence ne va-t-elle pas augmenter en intensité, d'une part, et dans quelle mesure ne va-t-elle pas également s'étendre géographiquement jusqu'au territoire de Cisjordanie, où Mahmoud Abbas peut-être a davantage de contrôle. Ce sont les 2 questions qui se posent, mais à partir du moment où le mont du Temple devient l'épicentre des crispations et où le thème de la religion de part et d'autre devient plus important que par le passé, effectivement, le contrôle est beaucoup plus difficile. Alors, avant de vous donner la parole, Olivier Rafovitch, je voudrais juste qu'on aille justement à Chouafat, où la situation est extrêmement tendue et où se trouve notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias, racontez-nous ce qui est en train de se passer là ce soir où vous vous trouvez.
Eh bien, tout simplement des scènes d'émeutes. Jean-Charles, bonsoir Jean-Charles. Il y a un instant, vous voyez ce nuage de fumée qui s'élève derrière moi. Eh bien, 2 cocktails Molotov viennent d'être tirés en direction des policiers des forces de l'ordre. Des scènes d'émeutes, tout simplement des jets de pierre et des cocktails Molotov qui sont tirés toutes les 10-15 minutes en direction des policiers qui rétorquent par des bombes lacrymogènes. C'est une véritable scène de combat rapproché, en tout cas entre les jeunes palestiniens qui sont derrière moi, qui de temps en temps, toutes les 10 minutes, eh bien, sort des drapeaux du Hamas et qui crie et qui essaie de tirer donc des pierres, les policiers qui rétorquent. Bref, cela dure depuis plusieurs heures désormais dans ce camp de réfugiés de Chouafat. C'est là, derrière moi, dans ces maisons, et qui est sorti aux alentours de 11h, 11h30. Eh bien, Ibrahim Al-Kardaï, qui est sorti donc en direction de la route numéro 1. Il a foncé sur des badauds et sur des gardes frontières aux alentours de midi 9. Puis il a continué sa route avant de s'écraser sur une voiture, de sortir avec une barre de fer, de s'en prendre aux badauds et aux voitures de policiers avant d'être abattu par des gardes frontières. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Sachez, pour être tout à fait complet, que l'un des enfants de Ibrahim Al-Kardaï, qui est âgé de 48 ans, qui était un membre du Hamas, frère d'un des terroristes du Hamas qui avait été libéré pendant l'accord Shalit et qui avait été expulsé en Turquie. Eh bien, le fils de terroriste aujourd'hui a dit être fier de ce qu'a fait son père. Il sera enterré autour de minuit ici dans ce camp de réfugiés de Chouafat avec 35 personnes. 35 personnes, c'est le nombre qui a été autorisé par la police pour ces funérailles. Mathias Imbar, merci. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment, parce que la situation est extrêmement tendue, on le voit autour de vous. On a vu que la municipalité de Jérusalem annonce aujourd'hui que des barrières de protection vont être ajoutées sur cette ligne de tramway pour décourager, évidemment, ce genre d'initiative. Qu'est-ce qu'on peut faire, Olivier Rafovitch, d'un point de vue sécuritaire, militaire, aujourd'hui, face à une telle situation qui, on le rappelle, touche la capitale de l'État d'Israël? D'abord, au niveau militaire, vu que le Hamas, qui est à Gaza, transfère le combat et la lutte de Gaza à Jérusalem, il faut toucher les chefs du Hamas. Il faut les éliminer. Il faut passer à une politique plus secrète, mais beaucoup plus dure. Encore une fois, je répète, je ne crois pas du tout ici à des attentats isolés, à des attentats spontanés. Il y a ici une politique voulue. D'ailleurs, le Hamas le répète et le dit. Si le Hamas le dit et attaque Israël et fait la guerre à Israël maintenant, non pas au sud d'Israël, mais à Jérusalem, eh bien, il faut combattre le Hamas. Et pas à Jérusalem, mais sur le terrain qui nous plaira à nous et que nous choisirons en temps et en heure voulue. Et que les chefs du Hamas de la bande de Gaza et à l'étranger comprennent que le combat maintenant est un combat de guerre, puisqu'ils veulent la guerre, alors ils auront la guerre. Au niveau de Jérusalem, la police fera le maximum, ça reste une situation très compliquée. Les émeutes ici n'ont rien à voir avec les attaques. Les émeutes sont l'enveloppe de la violence qui a actuellement est une décision qui a été prise en compte par les chefs du Hamas et avec l'autorité palestinienne. Mais c'est une guerre d'un nouveau type. Il y avait la guerre des missiles durant l'été, il y a la guerre des voitures béliers et d'autres attentats qui auront certainement lieu malheureusement à Jérusalem. Il faut passer à la contre-attaque. Et la contre-attaque, ça va être de toucher les têtes et les responsables de ceux qui envoient et qui commanditent ces attentats horribles contre Israël. Henri Ben Sapir, les politiciens israéliens, que ce soit dans le gouvernement ou dans le reste de la classe politique, ont un discours de fermeté, certes, mais semblent quand même aujourd'hui impuissants à juguler cette vague de violence. Oui, parce que même si une politique d'élimination ciblée, comme celle préconisée par M. Rafovitch, qui avait effectivement fait ses preuves dans le passé, est à nouveau mise en œuvre, est-ce que ça garantira forcément, est-ce que ça dissuadera forcément des éléments isolés qui peuvent, encore une fois, avec un permis de conduire et une voiture, eh bien commettre des attentats tout à fait meurtriers à Jérusalem, même si demain Ismaël Haniyeh, Mahmoud Azhar et d'autres sont éliminés, eh bien je ne vois pas en quoi ça les dissuaderait. Regardez que ces attentats n'ont pas commencé par hasard. Ils ont commencé après une vague d'abord d'incitation à la violence, de volonté de faire des attaques par rapport à El-Aqsa, par rapport donc à ce sujet de Jérusalem, et là ils ont attaqué. C'est-à-dire que durant l'été, par exemple, durant l'opération militaire, il n'y a pas eu d'attaque à Jérusalem. Oui, mais il y a eu des troubles quand même. Il y a eu d'ailleurs quand même, il y a eu une attaque commise avec une pelleteuse. Un citoyen israélien avait été tué. Mais ça reste une attaque qui est liée à cette ambiance liée au Hamas. Encore une fois, dans mon intime conviction, il y a ici une politique voulue, décidée. Et
À l'époque de la seconde intifada, lorsqu'on pensait qu'elle avait spontanément débuté à cause de la visite d'Ariel Sharon sur le mont du Temple, on s'est rendu compte après, lorsqu'on a reçu des documents et des vidéos provenant du Liban, de Beyrouth, qu'il y avait eu des décisions prises qui avaient été même été dites en public du côté des Palestiniens en disant « nous allons lancer une attaque et nous allons utiliser » comme prétexte de ces attaques, la visite d'Ariel Sharon sur le mont du Temple. Donc, soyons encore une fois réservés. Les Palestiniens décident de faire la guerre aujourd'hui à Israël, à Jérusalem. Ils devront l'arrêter et nous devrons très rapidement passer la contre-attaque. Et je laisse évidemment l'armée israélienne et les forces de sécurité trouver le modus operandi qui, à mon avis, sera le bon. Si on regarde la situation aujourd'hui, par exemple, sur cette esplanade qui, évidemment, est au centre de toutes les attentions, on voit bien que le statu quo prôné par Benyamin Netanyahou, c'est-à-dire qui interdit les prières de fidèles juifs mais leur autorise la visite, ne tient plus, puisque même cela, ce matin, a suscité des incidents et que d'autres manifestations sont prévues demain, qu'il y aura des tensions. Est-ce que là, la solution israélienne n'est pas la bonne, justement ? Ce statu quo ne tient plus aujourd'hui ? Le statu quo, à mon sens, est la seule des options possibles, puisque permettre... alors, effectivement, on est tous pour que les Juifs puissent prier sur le mont du Temple, ça paraît être un droit basique. Mais d'une part, il y a un problème strictement religieux, rabbinique. Est-ce que, d'un point de vue religieux, les Juifs ont le droit de prier sur le mont du Temple ? C'est une question qui reste posée. Et puis, deuxièmement, vous savez, il y a un slogan qui avait été utilisé par la sécurité routière en Israël en hébreu, c'était « Al-Kfish al-Tiyatzodek te'eh chacham », c'est-à-dire sur la route, ne soyez pas forcément, n'ayez pas forcément raison, soyez intelligents. Oui, on a raison de revendiquer peut-être le droit des Juifs à prier sur le mont du Temple. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la chose la plus sage à faire, étant donné les tensions exacerbées qui règnent à Jérusalem? Benyamin Netanyahou, à mon sens, a eu tout à fait raison de rappeler que le statu quo sera maintenu par Israël sur le mont du Temple. C'est pas une solution qui est à 100% satisfaisante, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais c'est la moins mauvaise des solutions dans l'état actuel des choses. Et si on élargit un petit peu la focale, Jean-Charles, après la guerre qui a été menée par Israël cet été contre le Hamas dans la bande de Gaza, en général, après chaque épisode guerrier de ce genre, eh bien, la situation se calme pendant assez longtemps. Et là, on a une continuité dans la violence israélo-palestinienne depuis le début de l'été et qui maintenant va s'installer probablement dans l'hiver. C'est très long. On a vraiment l'impression d'une dégradation sur le long terme. On a vraiment l'impression que la région risque de s'embraser et qu'il n'y a pas de répit et qu'il n'y a pas de perspective politique et diplomatique. Les torts sont sans doute partagés de part et d'autre. Peut-être que la communauté internationale aussi n'a pas joué son rôle. Et il y a probablement eu là, encore une fois, de la part des responsables israéliens et palestiniens, une occasion qui n'a pas été saisie. Alors, vous savez, le fait quelques secondes. D'abord, la situation s'embrasse déjà. Elle n'est pas du tout liée aux Israéliens ni aux Palestiniens. Il y a ici d'abord le fait que le Hamas ait reçu 5,4 milliards de dollars de dons et de promesses de dons parce qu'il a fait la guerre à Israël, l'encourage maintenant à faire la guerre à Jérusalem. Le monde, lui, se trompe de route. On accuse Israël, on parle de ce conflit, le problème n'est pas là. Il y a le radicalisme islamiste, il y a Daesh, il faut maintenant s'occuper des vrais problèmes, il faut qu'ils arrêtent de mettre le doigt vers Jérusalem et vers Israël, et j'espère que ce changement en Amérique va donner une nouvelle direction à la politique mondiale dans la région. Merci Olivier Rafovitch, c'est le mot de la fin, mais on continue cette édition spéciale dans un instant. Merci. Dror, Even Sapir, d'autres invités, d'autres reportages. אין מחילה למי שהופך רכבים לכלי נשק ותוקף איתם אזרחים תמימים בתחנת הסעה. פיגוע דריסה בירושלים הוא תוצאה ישירה של ההסתה של אבו מאזן ושל שותפיו בחמאס. حركة حماس تبارك العملية البطولية في مدينة القدس وتعتبر أنها رد فعل طبيعي على الجرائم الإسرائيلية. Suite de cette édition spéciale, donc après ce nouvel attentat commis aujourd'hui à Jérusalem avec un Palestinien au volant d'un véhicule qui a foncé sur un groupe de piétons à Jérusalem, toujours le long de cette ligne de tramway qui avait déjà été la cible d'un attentat similaire.
un mort, un officier de police qui a succombé à ses blessures, au moins 13 personnes hospitalisées ce soir, dont 2 dans un état critique. Le conducteur qui a lui été abattu peu après, alors qu'il était sorti de son véhicule avec une barre de fer. On continue évidemment d'évoquer cette situation très tendue ce soir à Jérusalem avec 2 analystes qui nous rejoignent. Daniel Haïk, bonsoir, et Ali Waked, bonsoir à vous. On verra avec vous évidemment les implications de cette situation, mais on va retourner tout de suite à Jérusalem et notamment dans le quartier de Chouafat où de violentes émeutes ont éclaté depuis le début de l'après-midi. Mathias Inbar, il y a derrière vous une situation étonnante, c'est-à-dire plus de courant du tout semble-t-il. Coupure de courant généralisée, Jean-Charles, et scène de guerre totalement, je peux vous le dire, avec des pierres qui, à partir du moment où le courant a été interrompu de manière déterminée par les forces de l'ordre, nous avons reçu nous-mêmes, nous ici, journalistes, des pierres, des bombes lacrymogènes sont tirées en direction des émeutiers, puisqu'ils ont eux-mêmes redoublé. Vous les entendez derrière moi, ces tirs de bombes lacrymogènes. Ils ont, les émeutiers, redoublé de jets de pierres, de feux d'artifice en direction des policiers à partir du moment où le courant a été interrompu. Scène particulièrement étonnante ici, dans les quartiers est de Jérusalem, où, je dois vous le rappeler, vous entendez derrière les émeutiers qui crient et qui vont pas tarder d'ailleurs à envoyer des pierres et des fusées fumigènes. Rappelons quand même, et vous l'avez dit, que l'auteur de l'attentat aujourd'hui, cet homme de 48 ans, est sorti de ce quartier, de ce camp de Chouafat en direction de Jérusalem. Il était âgé de 48 ans. Et père de 5 enfants. Son enfant, l'un de ses enfants en tout cas, a dit être fier de ce qu'avait fait son père. Et je dois le dire ici, j'ai été particulièrement étonné de voir la présence significative des drapeaux du Hamas en force dans ce quartier. Nous sommes toujours dans le terrain domanial de Jérusalem et les drapeaux du Hamas flottent ici. Merci Mathias Inbar, on vous retrouve tout à l'heure évidemment puisque la situation reste, on l'a compris, extrêmement tendue. Alors on va revenir d'abord sur ce qui a peut-être mis ce matin le feu aux poudres. De nouveaux incidents qui ont éclaté sur l'esplanade du Mont du Temple ou l'esplanade des mosquées à l'occasion du jour de visite de visiteurs et notamment de visiteurs juifs sur cette esplanade qui était attendue, semble-t-il, par d'autres fidèles musulmans qui s'étaient rassemblés sur cette esplanade. Récit donc de ces incidents de ce matin, juste avant donc l'attentat de fin de matinée avec Leslie Rezoug, alors que vous le voyez, ces images en direct qui nous reviennent de Jérusalem avec des feux d'artifice qui sont lancés dans un quartier qui est plongé dans le courant, qui est plongé dans le noir par une coupure de courant. Image donc très spectaculaire d'émeutes actuellement donc dans ce quartier de Chouafat à Jérusalem où la police est présente en force. Daniel Haïk, un mot sur ce que l'on voit là? Ce que l'on doit comprendre, c'est que en fait, les Palestiniens de Jérusalem-Est n'ont pas d'armes à feu, n'ont pas d'autres armes que ces feux de Bengale, ces feux d'artifice, et qu'ils dirigent depuis plusieurs semaines en direction des forces de sécurité israéliennes. C'est l'arme privilégiée des Palestiniens de Jérusalem-Est dans le cadre de ces émeutes de ces dernières semaines. Est-ce qu'on peut relier tout ça, Ali Waked, à ce qui s'est passé sur l'esplanade des mosquées Mont du Temple ces derniers jours? Est-ce que ces émeutes sont liées à cela? Est-ce que cet attentat est lié à cette situation? Oui, tout à fait. Moi, je pense que tout ce qui se passe à Jérusalem fait partie d'un ensemble d'incidents qui s'est accumulé depuis ces dernières semaines. Les Palestiniens sont sûrs et convaincus que les Israéliens, d'une façon silencieuse mais permanente, essaient de changer le fameux status quo de Jérusalem. Et en ce qui concerne la démographie dans les quartiers est de la ville et aussi sur l'esplanade des mosquées. Je parlais cet après-midi avec des responsables de l'autorité palestinienne. Eux, ils se sont inquiets que le conflit est en train de prendre un peu l'image religieuse, mais de l'autre côté, ils se félicitent du fait que pour la première fois, peut-être depuis 1967, Jérusalem est au centre de l'attention des Palestiniens, de l'opinion publique arabe. Et ils espèrent que pour la première fois, cette idée semi
mythe israélien, selon les Palestiniens, de la ville unie soit brisé, non pas seulement dans les yeux de l'opinion publique internationale et arabe, ce qui est déjà la situation, mais aussi au sein des Israéliens qui voient que ce que le gouvernement, ce que l'établissement officiel essaye de vendre de la ville unie où tout le monde cohabite et coexiste en paix n'est qu'une fiction, et que la réalité, c'est qu'il y a deux communautés assez hostiles l'une pour l'autre, et que les privilèges économiques, la sécurité sociale dont bénéficient les Palestiniens, quand on arrive à trancher la situation, les Palestiniens préfèrent rentrer en confrontation avec les Israéliens, même si le prix, c'est la coupure de l'électricité comme on a vu là, ou encore la coupure de certains services qu'on peut voir déjà depuis demain matin. Alors on va en parler, on continue d'en parler avec vous. Juste avant, on revient donc sur l'incident de ce matin en images sur l'esplanade donc du Mont du Temple, l'esplanade des mosquées, résumé par Leslie Rezoug. Une première perçue par certains comme une véritable provocation. Ce mercredi, les forces de police israéliennes ont pénétré à l'intérieur de la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Une incursion exceptionnelle due à de violents heurts entre les forces de sécurité et de jeunes Palestiniens dès les premières heures de la matinée. Selon les premiers éléments dévoilés par la police israélienne, des Palestiniens se seraient retranchés dans la nuit sur l'esplanade dans l'attente de visiteurs juifs. Ils étaient en effet des dizaines à attendre de pouvoir pénétrer sur le site. Dès l'ouverture des portes, ce sont des dizaines de manifestants masqués qui ont lancé des pierres et des pétards sur les policiers israéliens. Comme le montrent ces images amateurs, les Palestiniens et la police israélienne ont échangé jets de pierres et tirs de gaz lacrymogène. Jeudi dernier déjà, l'accès à la mosquée avait été interdit pendant quelques heures après des heurts suite à l'attaque du rabbin Yehuda Glick. Blessé la semaine dernière, il milite depuis longtemps pour le droit des Juifs de prier sur l'esplanade. Appelé Mont du Temple par les Juifs, c'est le lieu le plus sacré du judaïsme. Pour le moment, ils n'ont pas le droit d'y prier par crainte des violences, une décision inacceptable pour certains. Nous allons au mont du Temple pour construire le Temple. Nous construisons le troisième Temple avec chaque prière sur la montagne, avec chaque parole sur le mont du Temple, avec chaque pas que nous faisons sur le mont du Temple, même si la police essaye de nous faire taire. De leur côté, les musulmans craignent que le gouvernement israélien ne puisse revenir sur sa décision. La poursuite de cette invasion à Al-Aqsa est un avertissement qui pourrait conduire à une guerre de religion. Peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que signifie guerre de religion. Eh bien, cela signifie que chaque Israélien va devenir un ennemi direct de tous les musulmans à travers le monde. Afin de marquer sa désapprobation, la Jordanie a rappelé son ambassadeur en Israël. Pourtant lié par un traité de paix, le royaume hachémite proteste contre ce qu'il considère comme des violations répétées dans la ville sainte de Jérusalem. Aux violences succède donc une tension diplomatique qui pourrait refroidir durablement les relations israélo-jordaniennes. La Jordanie est gestionnaire de l'esplanade des mosquées depuis 1967. Alors on va évoquer évidemment avec vous ce dossier qui est évidemment central dans ces confrontations actuelles. Le temps de préciser que la police israélienne à Jérusalem commence ce soir à installer des barrières de protection sur les stations de tramway de Jérusalem qui ont donc été prises pour cible à 2 reprises par des véhicules. Il s'agit d'empêcher justement l'incursion de véhicules là où les passagers attendent le tramway. Daniel Haïk, alors est-ce qu'il faut ce soir se poser la question finalement d'une interdiction totale de cette esplanade puisque cela suscite à chaque fois des violences et des incidents? Il y a plusieurs développements importants à souligner. Effectivement, tout part du mont du Temple. Toute cette tension à laquelle on assiste depuis plusieurs semaines part du mont du Temple. Il y a eu 2 développements importants. Le premier développement, c'est la présence sur l'esplanade du mont du Temple de plusieurs dizaines, voire même plus, de jeunes Palestiniens ou de jeunes arabes israéliens, en tout cas ce sont des Palestiniens qui détiennent une carte d'identité israélienne, qui sont arrivés sur place et qui arrivent sur place régulièrement sous le couvert d'étudiants du Coran, d'instituts de Coran, qui sont censés étudier dans la mosquée d'Al-Aqsa ou dans la proximité, et qui en fait au lieu d'étudier, lorsque des juifs arrivent, lorsque des visiteurs juifs ou même des touristes arrivent sur place, sur l'esplanade du mont du Temple, eh bien
se mettent à les insulter ou en tout cas à les huer, à scander des slogans anti-israéliens, ce qui rend la visite de ces juifs israéliens beaucoup plus difficile, beaucoup plus tendue, ce qui fait presser la police israélienne, faire en sorte que cette visite se termine le plus rapidement possible, en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas de friction entre les deux communautés, entre les habitants juifs, les visiteurs juifs et ces jeunes Palestiniens qui ont donc la nationalité israélienne. Il faut préciser, ce sont des Palestiniens qui sont arrivés sur place à l'incitation du mouvement islamiste israélien, qui est dirigé par le cheikh Raed Salah, la branche nord, qui est la branche la plus radicale. Ce sont des gens qui sont payés, qui sont financés. On dit qu'ils reçoivent, peut-être Ali confirmera ou pas, des sommes importantes qui viennent du Qatar en particulier. Il y a de la part du cheikh Raed Salah et de la part de son mouvement une volonté délibérée d'abord de s'accaparer le contrôle du mont du Temple et aussi d'essayer d'attiser la tension. Et cette tension, elle est attisée donc au moment du passage des Juifs lorsqu'ils viennent en excursion sur le mont du Temple. Le deuxième point important, c'est du côté israélien, c'est que effectivement, au cours des dernières semaines et des derniers mois, on assiste à une multiplication d'autorisations de la part de rabbins. Les rabbins qui, jusqu'à présent, pendant 43 ans, étaient extrêmement frileux quant à l'autorisation de se monter sur le mont du Temple pour des raisons de halakha, c'est-à-dire de codification juive, qui interdisait l'accès au mont du Temple à cause de la sainteté du mont du Temple, d'un degré de pureté à certains endroits du mont du Temple. Eh bien, certains rabbins aujourd'hui disent qu'il faut réaffirmer la souveraineté juive israélienne sur le mont du Temple, et donc de plus en plus de rabbins, essentiellement de la mouvance sioniste religieuse, mais également de certains rabbins orthodoxes, ultra-orthodoxes, permettent à des gens de venir sur place, de se rendre sur le mont du Temple. Il y en a donc beaucoup plus qu'avant, et tout cela provoque effectivement des tensions. Et le troisième point, c'est par extrapolation, c'est le fait que finalement, dès qu'il y a un ordre de construction qui est lancé par la municipalité de Jérusalem à différentes étapes, eh bien, on voit que la communauté internationale se réveille, la communauté internationale critique, et c'est un terrain propice pour l'autorité palestinienne et pour le Hamas, qui est aussi très présent sur le mont du Temple, à susciter des émeutes sur le mont du Temple qui sortent en particulier dans les quartiers de Chouafat et même dans le quartier de Silouane. Alors, Ali Waked, on va essayer de comprendre aussi pourquoi finalement les musulmans refusent obstinément de voir des juifs venir prier sur cette esplanade, parce que finalement on pourrait dire que c'est une esplanade vaste. Pourquoi est-ce que les musulmans refusent absolument de voir les juifs venir prier sur cette esplanade? Pour la raison théologique qui dit que la mosquée d'Al-Aqsa est la troisième place la plus sainte pour les musulmans dans le monde, mais deux, parce qu'il y avait un compromis entre musulmans et juifs que les juifs peuvent visiter, mais récemment, ils constatent que le visite ne se réduit pas à juste visiter et tourer dans l'esplanade des mosquées, mais certains visiteurs commencent à prier, contrairement aux accords entre le Waqf, c'est les autorités islamiques qui gèrent les mosquées, et les autorités israéliennes. Donc ce geste de prière est inacceptable selon les musulmans. On ne peut pas prier dans la mosquée qui est juste à côté ici à Jaffa, non pas seulement dans la mosquée d'Al-Aqsa, avec son poids théologique beaucoup plus important que d'autres mosquées dans la région. Donc vous, Jean-Charles, si vous voulez descendre dans la rue et aller dans cette mosquée qui se trouve à 50 mètres de là, vous ne pouvez pas prier. Donc c'est déjà... Il n'est pas question pour ces juifs de prier à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Oui, ils veulent mais prier sur l'esplanade. L'esplanade à 14 hectares. Oui, mais selon la théologie islamique, Daniel, tout ce qui est, et on réfère aussi à ce qui était dans les accords de Camp David, tout ce qui est en bas, en dessous, à côté de l'esplanade, dès qu'on rentre dans les portes de l'esplanade, ça fait partie du lieu saint du mosquée d'Al-Aqsa. Le mosquée d'Al-Aqsa fait une petite partie de l'esplanade. Donc, tout l'esplanade est saint selon les musulmans. Et donc, tout geste de prière, soit chrétienne, juif ou autre, n'est pas accepté par les musulmans. Alors, là, c'est quelque chose quand même qui est difficile à expliquer, à faire passer. C'est-à-dire que comment mais il y avait un arrangement politique. Il y avait un arrangement politique qui, jusqu'à présent, vous donnait la possibilité de visiter.
Maintenant, que ce compromis, que cet accord évolue d'une façon unilatérale de la part des visiteurs, selon ce que voient les Palestiniens et les autorités musulmanes, de la part des visiteurs juifs, non pas de rester en tant que visiteurs, mais en tant que pèlerins qui veulent prier, c'est un changement du status quo, c'est un changement unilatéral de l'accord qui a été... Ce n'est pas un accord écrit d'ailleurs, ok? C'est un accord qui a été achevé entre Jordaniens, Palestiniens d'un côté et Israéliens. Et donc, quand les Palestiniens voient ces images, de l'autre côté, on a parlé avant de rentrer dans ce plateau, que tous les jours, les Palestiniens voient la démographie de la ville, surtout des quartiers est, se changer. Il y a de plus en plus d'habitants juifs qui achètent ou qui occupent. On ne veut pas rentrer maintenant dans le vocabulaire. Qui achètent ou qui occupent des maisons autour des lieux saints aux musulmans et aux chrétiens. À propos et surtout dans les quartiers. Ali, j'ai peut-être aussi le sentiment que du côté palestinien, du côté arabe, il y a une forme de frustration. C'est-à-dire que si on revoit la répartition de la population dans Jérusalem, depuis 20 ans, ça n'a quasiment pas changé. Il y a 66%, 2 tiers de juifs, 1 tiers d'arabes. Il n'y a quasiment pas de modification, pas d'augmentation de la population arabe. On n'a pas dit qu'il y a plus de juifs à Jérusalem. On a dit qu'il y a plus de juifs dans les quartiers est, dans certains quartiers qui ont été exclusivement arabes ou musulmans. Et donc, il y a de plus en plus des juifs par des associations ou des personnes, des individus qui achètent des propriétés ou qui occupent des propriétés. Et d'ailleurs, pour clarifier cette question, la plupart des propriétés sont achetées d'une façon légale. Ok, ça c'est une chose. 2, mais les Palestiniens pensent que cette façon légale n'est pas légitime. Elle est peut-être légale, mais n'est pas légitime parce qu'elle change le status quo. Et là, elle a pour but de créer des faits sur le terrain, des faits qui compliquent la tâche des politiciens plus tard d'essayer de trouver une solution à cette ville de Jérusalem. Et tout le monde le sait, à Camp David en 2000, c'était la question de Jérusalem qui a fait effondrer tout le processus de négociation, et non pas seulement la question des réfugiés. Oui, c'est la question des réfugiés. C'est à Jérusalem, lorsque Ehud Barak a proposé un partage de Jérusalem, il a proposé même un partage éventuel du quartier de ce que l'on appelait le lac saint, c'est-à-dire toutes les régions saintes pour les 3 religions. Même cela, Yasser Arafat aurait été prêt peut-être à envisager, mais cela a buté sur le refus de Yasser Arafat d'accepter le retour, de céder sur le retour des réfugiés palestiniens. On le sait, tout le monde, historiquement. Alors, non, historiquement, ce n'est pas vrai, Daniel. Vous restez avec nous tous les deux. On va continuer à parler de la situation parce qu'elle est effectivement très tendue ce soir, côté israélien et côté palestinien. On va aller à Jérusalem retrouver Cyril Amar qui se trouve tout près donc de cette esplanade de la discorde. Cyril, ce soir se tient en ce moment même d'ailleurs un cabinet de sécurité convoqué d'urgence par Benyamin Netanyahou. Oui, alors ce n'est pas véritablement un cabinet de sécurité, hein. Tous les membres ne sont pas là, ce sont des consultations sécuritaires, plus précisément que le Premier ministre Benyamin Netanyahou réunit en ce moment même avec le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, mais également avec le ministre de la Sécurité intérieure, Yitzhak Aharonovitch, et le chef de la police, évidemment, qui est impliqué dans l'enquête, justement, de l'attentat meurtrier de ce matin. Il faut dire, Jean-Charles, que la situation sécuritaire à Jérusalem a changé du tout au tout, hein. La situation sécuritaire s'est complètement métamorphosée. Ces 4 derniers mois, 4 civils israéliens et 6 Palestiniens ont été tués. Alors 6 Palestiniens, évidemment, on comptabilise également les auteurs des attentats meurtriers. C'est dire si le défi sécuritaire est de taille pour le Premier ministre Netanyahou, il va falloir prendre des mesures, peut-être même conventionnelles. Alors certains commentateurs militaires estimaient pourtant que malgré les accusations proférées par Benyamin Netanyahou et par l'ensemble de la classe politique vis-à-vis de Mahmoud Abbas, eh bien il faudra visiblement compter sur l'autorité palestinienne, justement, et c'est peut-être là la situation paradoxale, pour apaiser les tensions à Jérusalem, bien sûr, mais également en Cisjordanie, où on craint que les violences pourraient peut-être justement contaminer l'ensemble du territoire de Judée-Samarie ou de Cisjordanie. Alors Cyril, on sait que Mahmoud Abbas a été montré du doigt par la classe politique israélienne aujourd'hui, après cet attentat. Est-ce qu'on réagit justement côté palestinien ce soir ? Alors,
paradoxalement et de manière très surprenante, le Fatah n'a pas encore réagi officiellement. C'est le Hamas qui est monté au créneau, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation. Un porte-parole du Hamas qui, face aux caméras, s'est félicité de l'acte héroïque à Jérusalem, je cite, une réaction naturelle d'un Palestinien face aux crimes, face aux agressions, face aux provocations israéliennes sur ce que les Palestiniens appellent l'esplanade d'El-Aqsa, l'esplanade des mosquées ou le mont du Temple, donc 3e lieu sacré pour l'islam et lieu sacré également pour le judaïsme. Donc pas de réaction du côté Fatah, réaction du côté Hamas. Ceux qui ont joint l'acte à la parole, je vous le disais tout à l'heure, ce sont les Jordaniens qui ont rappelé tout simplement leur ambassadeur à Tel Aviv, Walid Roubaïdat, car, je cite, les Israéliens violeraient de manière répétitive l'accord de paix tout simplement qui prévoit que la Jordanie soit la garante des lieux saints musulmans, des violations israéliennes donc qui ont provoqué le mécontentement d'Amman qui, comme je vous le disais, donc a rappelé son ambassadeur. C'est dire que les tentatives de calmer le jeu de Benyamin Netanyahou et du souverain hachémite Abdallah II ces derniers jours, pour l'instant, reste lettre morte. Merci Cyril Amar, en direct donc de Jérusalem. On va également revenir sur cette vague de violence parce qu'elle a commencé l'été dernier, juste après l'opération Bordure Protectrice avec un premier attentat à l'aide d'un véhicule. C'est Léa Berdugo qui nous rappelle les derniers événements. Jérusalem, épicentre des violences. Depuis plusieurs semaines, la ville sainte cristallise toutes les tensions. Le 22 octobre, aux alentours de 19h, un Palestinien de Jérusalem-Est projette sa voiture sur un groupe de personnes à un arrêt de tramway. Bilan, 2 morts, dont un bébé de 3 mois. Le conducteur, Abed Abdelrahman Chaloudé, est touché par un tir d'un policier. Alors qu'il tentait de s'enfuir, il succombe le lendemain à ses blessures. L'attaque et les opérations de police qui ont suivi mettent le feu aux poudres. Le soir même, des émeutes éclatent dans le quartier de Silouane, d'où est originaire l'auteur de l'attaque. La police se déploie en masse dans les quartiers arabes de Jérusalem pour faire face aux nombreux affrontements. Une politique de tolérance zéro est alors appliquée par les autorités, le temps pour les Israéliens de réaffirmer l'unicité de Jérusalem. Je suis ici pour exprimer une simple vérité. Les Israéliens ne sont pas des occupants et nous ne sommes pas des colons. Israël est notre patrie et Jérusalem est la capitale éternelle de notre État souverain. Le tramway devient un objet de colère pour certains résidents. Ils y voient le symbole de l'occupation israélienne à Jérusalem, dont ils espèrent faire la capitale d'un futur État palestinien. Cette attaque à l'aveugle n'est pas la première du genre. Le 4 août dernier, un Israélien de 25 ans a été tué, renversé par une pelleteuse. L'engin a percuté une voiture et renversé un bus israélien, faisant 5 blessés. Quelques heures après cette première attaque, un homme à moto a ouvert le feu près de l'université hébraïque, blessant grièvement un soldat israélien. Autre étincelle qui a embrasé à de nombreuses reprises la ville sainte, l'annonce par Israël de la poursuite des constructions dans l'est de la ville et en Cisjordanie. Des affrontements entre Palestiniens et Israéliens sont récurrents depuis plusieurs semaines. Symbole de ces tensions exacerbées, l'esplanade des mosquées, également appelée Mont du Temple chez les Juifs. Le rabbin Yehuda Glick, figure de la droite nationaliste, militait pour que les Juifs aient le droit d'y exercer leur culte. Il est la cible d'une tentative d'assassinat le 29 octobre. Le principal suspect est tué par la police israélienne. S'ensuit une mesure exceptionnelle, la fermeture du lieu saint pour quelques heures, une décision qui déclenche l'ire des dirigeants palestiniens. Jérusalem est une ligne rouge avec ses lieux saints chrétiens et musulmans. Il est interdit à quiconque de prendre des décisions qui pourraient ébranler le statu quo. Alors qu'un air de soulèvement emplit Jérusalem, les promesses des autorités de rétablir le calme ne se concrétisent toujours pas. Alors, comment ramener le calme, justement, ce soir, Daniel Haïk? Est-ce qu'il existe une voie diplomatique? Alors, il existe plusieurs voies. Je pense il y a plusieurs options. Il y a l'option dure, on va dire le bâton et la carotte. Le bâton, c'est de durcir les mesures répressives de la part de la police à l'intérieur des quartiers arabes de Jérusalem. Le second, la carotte, c'est de multiplier le dialogue avec les notables palestiniens, les notables arabes de Jérusalem-Est, en particulier au niveau municipal. Je pense que quelque part, le maire de Jérusalem,
qui se considère être le maire de la capitale unifiée, eh bien, doit aussi entamer un dialogue, essayer de comprendre quelles sont les revendications des Palestiniens. Est-ce qu'il y a des éléments sociaux à ces émeutes? Il y en a peut-être, nous en avons parlé la semaine dernière. Il y a aussi un point important, peut-être qu'on a tendance à l'oublier, nous entrons dans l'hiver. L'hiver va calmer les esprits. Je pense que quelque part, on l'a vu la semaine dernière, il y a eu quelques journées de pluie, cela a calmé un peu les esprits. Et puis il y a aussi un point important. Je crois qu'au niveau diplomatique, Mahmoud Abbas détient la clé d'un retour au calme. Mais cette clé, il va la monnayer extrêmement cher. Et il va la monnayer auprès des Américains. Il va dire... Parce qu'il est clair qu'au bout d'un moment, les Américains vont demander, vont solliciter, vont essayer d'intervenir, de faire pression sur Mahmoud Abbas pour qu'il calme les esprits. Et il pourrait accepter de calmer les esprits, mais en échange d'une certaine promesse, et cela pourrait être une promesse, par exemple, de continuer à promouvoir son initiative de reconnaissance d'un État palestinien dans les 2 prochaines années ou dans les 3 prochaines années, avec peut-être une exigence de lever, de la part des Américains, de lever le veto, de ne pas imposer ce veto qui est presque automatique de la part des États-Unis au Conseil de sécurité. C'est une option aussi. Option pour vous? La proposition de Daniel Haïk était bon si il s'agissait seulement de désaccords entre citoyens et leurs autorités locales ou nationales. Pour les Palestiniens, il s'agit de revendications politiques. Il s'agit d'une communauté qui réclame on veut faire partie de l'État palestinien. Selon cette attitude de parler avec les notables et de donner quelques carottes sociaux, ça relève vraiment de l'ancien temps. Ça reflète la manque de compréhension de la part des Israéliens de ce qui se passe à Jérusalem, de cette nouvelle génération palestinienne des citoyens de Jérusalem. Ils disent la sécurité sociale et les privilèges sociaux, on en fout. Nous, on veut faire partie d'une entité politique et ce n'est pas l'État d'Israël. Et bien voilà, donc situation qui en tout cas reste ce soir extrêmement tendue. On l'a vu avec ces émeutes qui continuaient dans le quartier de Chouafat à Jérusalem-Est. Le cabinet de sécurité, en tout cas des consultations sécuritaires qui ont lieu en ce moment même de la part donc de Benyamin Netanyahou. Et puis ces barrières de sécurité qui vont être installées pour protéger les passagers du tramway sur la ligne de Jérusalem après l'attentat d'aujourd'hui qui a fait, je vous le rappelle, un mort et 13 blessés, dont 2 dans un état critique. Ce soir, l'auteur de cet attentat a lui été abattu par des policiers peu après. On continue dans un instant cette édition spéciale. On évoquera notamment les aspects diplomatiques, car John Kerry, par exemple, a réagi tout à l'heure depuis Paris. Et puis la Jordanie aussi a rappelé son ambassadeur pour consultation, ce qui est un fait important. Merci Ali Ouaked, merci Daniel Haïk. Suite de cette édition spéciale dans un instant. Restez avec nous. אין מחילה למי שהופך רכבים לכלי נשק ותוקף איתם אזרחים תמימים בתחנת הסעה. פיגוע הדריסה בירושלים הוא תוצאה ישירה של ההסתה של אבו מאזן ושל שותפיו בחמאס. حركة حماس تبارك العملية البطولية في مدينة القدس وتعتبر أنها رد فعل طبيعي على الجرائم الإسرائيلية. On poursuit donc cette édition spéciale après l'attentat d'aujourd'hui à Jérusalem avec donc une nouvelle fois une voiture ou un véhicule conduit par un Palestinien qui a foncé sur un groupe de piétons sur la ligne du tramway de Jérusalem. À mort, un officier de police des gardes-frontières qui a succombé à ses blessures. 13 personnes hospitalisées ce soir, dont 2 dans un état critique. Et l'auteur donc de cet attentat qui était lié au Hamas d'après les éléments de l'enquête, qui a été abattu peu après. On va évoquer les implications diplomatiques parce qu'il y en a ce soir. Réaction par exemple de la Turquie qui focalise en tout cas l'attention des pays arabes sur ce qui se passe sur l'esplanade des mosquées ou esplanade du Mont du Temple, quand Israël voudrait que la communauté internationale s'intéresse à ce qu'elle appelle l'incitation à la violence de l'autorité palestinienne. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Amir Badran, avocat ici à Yafo. Bonsoir à vous Zvi Mazel, ambassadeur d'Israël anciennement en Égypte. On va d'abord évoquer toutes ces réactions aujourd'hui après cet attentat en Israël, sujet préparé par Julia Ganancia.
Le but du terrorisme est de ruiner nos vies. Si nous changeons notre routine, c'est une victoire pour eux. Nous ne leur permettrons pas cette victoire. Ces mots sont ceux de Nir Barkat, le maire de Jérusalem, des mots forts partagés par le ministre de la Sécurité intérieure. Premier sur les lieux du drame, il déclare qu'il n'y aura aucun compromis avec la sécurité des habitants de la ville sainte. Nous allons continuer à protéger Jérusalem. Je l'ai dit une fois et je le répète, Jérusalem est une ville sensible qui connaît des jours difficiles. Ça n'est probablement pas la dernière attaque. Nous continuerons à protéger Jérusalem et à y rétablir la sécurité. Mais on ne peut pas empêcher partout et à tout moment qu'il y ait d'autres victimes et d'autres attentats. Quelques instants après l'attentat, les ministres condamnent les faits les uns après les autres. C'est une véritable guerre des mots qui s'opère. Naftali Bennett et Avigdor Lieberman prennent la parole et visent directement Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas est le chauffeur des voitures meurtrières de Jérusalem. Les terroristes ne sont que ses émissaires. Il est temps que le monde et qu'Israël traite le gouvernement Fatah-Hamas comme une autorité terroriste. C'est Mahmoud Abbas qui incite ces terroristes. C'est Mahmoud Abbas qui les finance. C'est Mahmoud Abbas qui les embrasse quand il sort de prison. Il est temps de les traiter en tant que tels et de traiter chaque lanceur de pierre comme un assassin potentiel. L'attentat de Jérusalem est le résultat d'une incitation à la haine par le président palestinien Mahmoud Abbas. La direction de l'autorité palestinienne, qui glorifie et encourage le terrorisme, crée une entité terreur-cratie qui ne conduit qu'à plus de sang. Quelques heures plus tard, lors de la cérémonie d'hommage à Yitzhak Rabin sur le mont Herzl, le Premier ministre Benjamin Netanyahou condamne l'attaque terroriste. L'attentat de Jérusalem est le résultat de l'incitation à la haine de Mahmoud Abbas et de ses partenaires du Hamas. Côté palestinien, le Hamas a revendiqué la responsabilité de l'attentat de Jérusalem et a affirmé qu'il s'agissait d'une vengeance pour la mosquée Al-Aqsa. Le Hamas bénit l'opération courageuse à Jérusalem et la considère comme une réaction normale au crime israélien à Jérusalem, dans la mosquée d'Al-Aqsa. Le Hamas considère cette opération et toutes les autres comme un signal qui montre que la situation va exploser à cause des actions des Israéliens à Al-Aqsa. Le Hamas demande à tous d'utiliser tous les moyens pour arrêter ces crimes. Avec cette nouvelle attaque à la voiture bélier et des heurts de plus en plus violents sur l'ultra-sensible esplanade des mosquées, Jérusalem a connu mercredi une de ses pires flambées de violence, un climat qui rappelle celui de la seconde intifada. Alors, violence qui continue ce soir même encore à Jérusalem. On a justement l'un de nos envoyés spéciaux qui nous appelle, c'est Mathias Inbar que l'on va retrouver. Mathias, où trouvez-vous? Quelle est la situation alors qu'il est? Bien écoutez Jean-Charles, rappelez-vous, je vous parlais d'une coupure généralisée de courant. Nous étions à l'intérieur de ce camp de réfugiés de Chouafat et lorsque la police, les forces de l'ordre ont décidé de se replier à l'extérieur de ce barrage que vous voyez derrière moi, eh bien, nous avons été invités à quitter également les lieux parce que tous les émeutiers se sont rapprochés et nous étions clairement en danger, notamment des jets de pierre et des feux d'artifice. D'ailleurs, à partir du moment où les forces de l'ordre se sont repliées, immédiatement, eh bien, nous avons été accueillis avec des fusées fumigènes, des feux d'artifice dans le ciel, signe pour eux, pour ces émeutiers de victoire, comme si eh bien, le repli des forces de l'ordre était une victoire. En attendant, eh bien, je peux vous dire que la situation est très tendue sur le terrain. Vous l'avez vu derrière moi, plusieurs émeutes, avec des jets de pierre et des fusées d'artifice qui sont tirées en direction des forces de l'ordre qui répliquent. Des forces de l'ordre d'ailleurs, la police municipale de Jérusalem a décidé de renforcer de 300 policiers dans les environs de Jérusalem. Vous les entendez justement, ces feux d'artifice et ces fusées fumigènes derrière nous. Dans le camp de réfugiés de Chouafat, je parlais de 300 policiers qui vont se rajouter aux 1000 autres qui étaient déjà déployés depuis plusieurs semaines dans les quartiers est de Jérusalem, de Chouafat à Anata. Je vais essayer de me bouger pour peut-être vous les montrer, ces feux d'artifice. Mon caméraman Nassib Safadi, vous les voyez sans doute derrière moi. La situation donc est plus que tendue. Un policier m'a affirmé d'ailleurs personnellement
que lorsque il voyait dans sa ligne de mire un cocktail Molotov qui était dirigé de leur direction, ils avaient ordre de tirer, preuve que la situation est particulièrement tendue en attendant une autre mesure de sécurité à l'intérieur de Jérusalem. C'est la première fois depuis 2002 de mémoire. Je peux vous dire que nous n'avions jamais vu ça de ceux qui avaient vécu la deuxième intifada. Des blocs de béton vont être installés à l'extérieur des stations de tramway et de bus aux abords de Jérusalem-Est. Situation particulièrement tendue, des scènes que nous n'avions pas vues depuis 2002, signe et époque de la deuxième intifada. Merci Mathias Inbar, donc en direct de Jérusalem-Est où les affrontements continuent. Donc alors, avec vous Amir Badran, Zvi Mazel, est-ce que vous avez l'impression ce soir que la communauté internationale, quand on regarde les réactions, prend la mesure de ce qui se passe, ou est-ce que, on va dans une autre direction? Non, la communauté internationale n'y comprend absolument rien, c'est extrêmement triste ça. Vous savez, pendant l'occupation jordanienne, 19 ans je crois, les Juifs ne pouvaient pas monter, c'était interdit des Juifs de monter au temple, n'est-ce pas? Alors maintenant que la Jordanie retire son ambassadeur, ça me fait rire, c'est l'hypocrisie totale. Seulement probablement les rois a peur de l'islam radical, comme tout le monde a peur de l'islam radical, comme quoi aussi l'Europe a peur de l'islam radical. Donc le problème, c'est l'incitation et le fanatisme musulman. Voilà ce qui compte. Quelle est il faut comprendre. En fait, les Juifs ne peuvent pas monter actuellement sur les monts du temple, puisque les musulmans ne le veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Il n'y a pas de place pour prier. Eh bien, je vous rappelle qu'après 1967, et tout d'abord on a prié là-bas. Pourquoi pas? Et puis après, à un moment donné, le gouvernement d'Israël a dit, plutôt c'était, je crois, c'était le gouvernement initié par le général Dayan, de donner la gestion du mont du temple à Waqf, aux musulmans, aux Waqf arabes. Et on a établi un certain accord selon lequel les musulmans seront là-bas tout le temps, ils feront la gestion, et les Israéliens et les touristes étrangers viendront visiter dans la journée. Mais depuis, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours l'incitation contre Israël. Il y a Raed Salah, le chef du mouvement islamique du Nord, qui est en fait frère musulman. Il y a le Hamas, récemment il y a Abu Mazen, qui incite tout le temps les musulmans, n'est-ce pas, contre les Juifs. Bon, les Juifs disent qu'ils veulent prier. Pourquoi pas prier? Vous savez, l'esplanade des temples, comme je dis il y a quelques jours, c'est je crois 18 hectares. n'est-ce pas, 500 mètres sur 300. Il n'y a pas un endroit pour prier. Ça, c'est techniquement. Et puis après, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Les musulmans doivent dominer tout. Ici, ils doivent jeter tout le monde, les chrétiens et les juifs, et les yazidis et les kurdes du Moyen-Orient. Ça me fait rire tout ça. Et l'Europe ne dit rien. L'Europe a peur. Parce que l'Europe se trouve actuellement sous l'influence de minorités musulmans qui ont grandi, qui sont développés et qui pèsent sur la politique européenne. C'est extrêmement triste. C'est ça le problème. Alors, comme je dis il y a 2-3 jours, il y a une crise très complexe, très difficile. Nous ne voulons pas que ça se développe, mais comment arrêter cela? Comment arrêter quand derrière, il y a le Hamas, le mouvement islamique, Abu Mazen, qui savent qu'avec quelques dizaines d'Arabes, de musulmans, qui jettent des pierres, immédiatement, l'Europe est contre Israël. L'Amérique dit il faut de la retenue de deux côtés. Donc il y a un problème grave. Je ne sais pas comment on va l'arrêter. Il faudra l'arrêter, parce que ça ne vaut pas le temps de se bagarrer trop. Mais il est impossible que les Juifs ne montent pas, n'est-ce pas, sur le monde du temple. Amir Badran, sur cette crise? Alors bon, tout d'abord, permettez-moi de déplorer toute perte de vie des deux côtés, israéliens et palestiniens, et peu importe la raison ou la cause avancée pour cette lutte entre les deux parties. Je pense qu'il est même triste de dire qu'il y a à peine le mois dernier, on a vécu un même genre d'attentats qui se sont faits de deux côtés, là aussi du côté israélien et du côté palestinien. Et le dernier du côté israélien était celui devant la route 60, près de Ramallah, où a été écrasée jusqu'à la mort une petite fille qui s'appelle Inès Khalil et une autre qui s'appelle Asfour.
Mais ceci dit, peu importe quel côté, on déplore toute perte de vie. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces pertes de vie sont liées directement et uniquement au fait de l'occupation israélienne à Jérusalem-Est, dans les territoires occupés. Il s'agit des territoires palestiniens où vit une société palestinienne, et plus spécifiquement aujourd'hui on est en train de parler de Jérusalem-Est. Et il faut comprendre que cette société civile est en train de souffrir de cette occupation. Elle la refuse, elle est en train de lutter contre, et elle ne cesse de demander son indépendance et son autodétermination. Alors le problème est que les autorités israéliennes sont en train de changer le status quo qui existe à Jérusalem-Est par force, en disant au nom de la loi israélienne, en disant voilà, on va faire obliger aux Palestiniens d'accepter que nous, les Israéliens, nous sommes les nouveaux maîtres du lieu. C'est-à-dire, quand on parle de Jérusalem-Est, et quand on parle, votre invité, M. Tzvi, a parlé du status quo de 1967, alors parlons-en des faits, non pas des mensonges, parlons-en des faits. Vous allez répondre dans l'instant. Non, franchement, 1967, le status quo sur 1967... Attendez, permettez-moi, je ne vous ai pas coupé. Donc, en 1967, sur l'esplanade de la mosquée, il y a un status quo qui dit comme ça, et non pas comme a été donné tout à l'heure. Le status quo dit que celui qui gère et qui contrôle et qui a la souveraineté sur l'esplanade des mosquées, c'est en fait le gouvernement jordanien et le Waqf islamique palestinien. C'est-à-dire que Israël, de droit, n'a pas la souveraineté sur ces lieux-là. Une autre condition et un autre status quo très important à dire, vous, monsieur, vous n'avez pas vraiment été bien précis dans les faits. Ah bon ? C'est qu'en fait, les non-musulmans et les touristes ont le droit, et les juifs aussi, ont le droit de visiter le lieu et non pas d'y prier. Troisièmement, quelque chose que vous avez bien omis à dire, c'est qu'une action en justice israélienne a été intentée devant la Cour suprême israélienne. Et ce n'est pas mes propos à moi, monsieur, il suffit d'écouter ce qu'a dit aujourd'hui le vice-ministre Miki Levy, oui, israélien, qui a répété ça dans le journal de 20h, qui dit « Une action en justice devant les tribunaux israéliens a été intentée pour donner le droit aux juifs, malgré ce status quo, de prier sur les esplanades des mosquées. » La Cour suprême israélienne a refusé cela et a dit que un juif qui veut se rendre envers Dieu doit le faire devant le mur de lamentation. Donc laissez-moi vous terminer. Ce qui est important de comprendre, c'est que la situation est en train de s'aggraver. Et pourquoi elle est en train de s'aggraver ? Parce qu'en fait, il n'existe aucun processus de paix qui a été lancé et qui continue, peu importe dans quelle direction, aucun espoir là-dessus. L'acquisition des maisons qui se fait par les juifs extrémistes dans les villages comme Silouan et autres près de Jérusalem, qui sont pris par ruse ou par falsification d'actes juridiques, sont aussi une partie, font enflammer le feu entre les deux côtés. Donc, la confiscation massive... Vous allez pouvoir revenir... Juste deux mots là-dessus. La confiscation massive des terres palestiniennes, d'ailleurs on parle de 400 hectares récemment que le Premier ministre israélien, M. Bibi Netanyahu, a prononcé comme une peine collective envers les Palestiniens, qui a été confisqué 400 hectares dans lequel ils sont en train de relancer, le gouvernement israélien est en train de relancer une politique d'implantation nouvelle. C'est à Gush Etzion. C'est à Gush Etzion, c'est pas très loin. D'accord. Là, on est sur Jérusalem. Alors un mot de Mazel, après je vous redonne la parole. Démolition des maisons à l'intérieur de Jérusalem-Est, des côtés palestiniens, avec les arrestations massives des jeunes, tout cela ne fait qu'enflammer la situation qui est très très grave, et ce qu'on est en train de craindre, c'est en fait qu'on va arriver à une guerre de religion. Et ça, tout le monde en craint. Alors, ce qu'on est en train de dire... Je vous ai donné la parole, on laisse répondre Zimazel. Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire, parce que, écoutez, je viens d'entendre qu'Israël, comme d'habitude, les Juifs, comme d'habitude, sont responsables de tout. Et les Palestiniens, les musulmans sont des gens gentils, agréables. On voit comment ils agissent en Irak, en Syrie, en Somalie, au Yémen.
Yémen, au Liban, etc. Parlons-en de Jérusalem maintenant. Ah oui, justement. Actuellement, l'islam radical a le vent en poupe. Il faut y aller. C'est une occasion, n'est-ce pas, pour faire peur les Juifs et l'Occident, et surtout isoler Israël. Mais c'est pas ça, écoutez. Et qu'est-ce que ça veut dire? Puisque les Arabes et les musulmans n'ont pas envie que les Juifs viennent sur le mont du Temple pour prier, l'endroit le plus sacré du peuple juif depuis 3000 ans. Alors finalement, nous on veut accepter que ça soit aussi sacré pour les musulmans. D'ailleurs, 3e lieu saint. Mais pourquoi pas les juifs? Donc, en fait, il y a ici incitation, caprice, fanatisme. Il n'y a pas autre chose. Pour le reste, pour les processus du paix, pour les processus du paix, monsieur, pour les processus. Et c'est Abu Mazen qui a d'abord Arafat, et puis Abu Mazen, a rejeté toutes nos propositions depuis qu'Arafat, depuis que ça a commencé toute l'histoire là. Alors écoutez, il ne faut pas raconter l'histoire. Les Palestiniens, ont pu avoir leur État. Leur État, à partir de 1937, vous le savez très bien. Parlez de Jérusalem, de ce qu'on est en train d'essayer de faire la nouvelle politique israélienne qui est menée à Jérusalem-Est, qui veut changer le status quo. Parlons-en. C'est ça la cause, c'est l'unique cause de ce feu qui est en train de s'enflammer dans Jérusalem-Est. Parlons-en. Dites-le clair et net qu'en fait c'est la politique, la nouvelle politique israélienne menée par le gouvernement. Non, absolument, c'est pas vrai. Je le dénie complètement. Qui est de plus en plus de droits extrémistes au Parlement est en train de vouloir changer ce status quo. Personne ne veut d'histoire. Écoutez, personne ne veut d'histoire. Mais c'est la réalité, c'est notre réalité. C'est pas l'histoire, c'est notre réalité. Vous voulez pas admettre que votre société arabo-islamique, peut-être, je ne sais pas si vous êtes musulman ou non, mais en tout cas, peu importe. Mais en tout cas, on connaît l'histoire du monde arabo-islamique. On connaît les résultats de cette civilisation. On sait ce que c'est. Quand vous dites que tout va très bien, le status quo à Jérusalem, vous voulez le changer et vous êtes en train de mettre le feu. Le vice-ministre Miki Levy a se prononcé aujourd'hui en disant c'est très grave ce qu'on est en train de faire les parlementaires israéliens quand ils montent sur l'esplanade des mosquées, quand ils savent que ça peut... Pourquoi ne pas monter sur l'esplanade? Parce qu'ils savent très bien que c'est pas le moment. Alors, mais pourquoi? Parce que les Arabes nous disent de ne pas venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a les accords avec la Jordanie depuis 20 ans et parce que la Jordanie aujourd'hui est en train... Il y a une crise avec la Jordanie. Parlons-en de la crise de la Jordanie. Alors, la Jordanie aujourd'hui se trouve dans une crise d'hypocrisie. C'est pas une crise d'hypocrisie. Dites-moi. La Jordanie est en train de demander de reprendre son ambassadeur. Et là, la Jordanie a posé une plainte devant l'ONU à cause qu'Israël n'a pas respecté ses accords avec elle. Si, tout est respecté. La sécurité est notre responsable. Ce n'est pas question de sécurité, il s'agit de question de souveraineté, de gestion et de contrôle. Arrêtons là-dessus parce qu'on va pas réussir à vous êtes d'accord, vous, que les Juifs ne puissent pas monter sur le mont des temples puisque les musulmans ne veulent pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça n'existe nulle part. Le terme international est l'esplanade de la mosquée. Alors, si vous voulez parler du mont du Temple, vous êtes en train de parler du nouveau projet des Juifs extrémistes aujourd'hui qui sont en train de bâtir la ville de David et qui veulent le faire au détriment. Je voudrais qu'on parle de diplomatie. Il nous reste quelques minutes. On va arrêter sur le mont du Temple parce qu'on n'arrivera pas à vous mettre d'accord là-dessus. Mais on va évoquer justement la réaction de la communauté internationale. Parce qu'il y a donc en ce moment, en tout cas, de la part des Européens, une volonté, une vague diplomatique qui vise à obtenir une reconnaissance de l'État palestinien par des voies parlementaires. Et justement, la France aujourd'hui, par le biais de quelques parlementaires, notamment de la majorité socialiste et du mouvement écologiste, souhaite également obtenir un vote dans quelques semaines sur la reconnaissance d'un État palestinien. On va rejoindre à Paris pour avoir les explications de notre envoyé spécial, Maël Benoliel, devant l'Assemblée nationale. On l'écoute. Oui, Jean-Charles, tout à fait. Après l'Angleterre et la Suède ces dernières semaines, la France pourrait être le prochain pays à reconnaître l'État de Palestine. À l'initiative du Parti socialiste, parti du président Hollande, le Parlement pourrait donc procéder dans les prochaines semaines à un vote historique qui permettrait la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État. Les députés PS préparent en tout cas ces jours-ci une proposition de résolution dans ce sens. Il s'agirait là en effet de sources parlementaires de faire de la reconnaissance de l'État de Palestine un instrument afin d'obtenir un règlement définitif du conflit. Mais difficile de prévoir le véritable impact diplomatique d'un tel vote sur la scène internationale. Pour le moment, Jean-Charles, on peut d'ores et déjà affirmer
qu'une telle décision aurait une portée symbolique. La France deviendrait alors le 135e pays à reconnaître la Palestine. Alors le vote n'est pas encore acquis. Si la France aussi... C'est une vote virtuelle, je crois. Ouais. C'est pas une vote pratique, je comprends. C'est un vote qui va être vote demandé... au sein du Parlement, voilà, c'est pas un vote au sein du gouvernement. C'est ça la différence. C'est un vote du Parlement, pas une décision du gouvernement, c'est ça. Ceci dit, ça a un très grand impact là-dessus. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'ai aucune expectation. Aucune attente, ouais. Aucune attente de l'Europe. Nous savons ce qui se passe en Europe depuis quelque temps, n'est-ce pas? Ils sont en train de nous isoler, ils sont en train de nous boycotter. Et quand on lit les journaux européens, comme Nouvel Observateur, alors qu'est-ce qu'ils disent quand il y a un attaque comme ça? Les Juifs, la police juive, non, un Palestinien a été tué et un Palestinien a été abattu par la police juive, un truc comme ça. Bon, alors que c'était un attentat qu'il a tué quelques personnes. Alors, ça ne vaut pas la peine. L'Europe, actuellement, n'a aucune influence sur nous. Aucun. D'accord? Ils veulent nous isoler, ils veulent nous boycotter. Bon, ils feront ce qu'ils peuvent. Mais j'espère qu'à la dernière minute, ils comprendront que si jamais ils veulent qu'il y ait la paix, et nous voulons la paix, il faut qu'ils obligent Abou Mazen, n'est-ce pas? Abou Mazen à négocier avec nous, à faire les concessions qu'il faut. Hein. Sinon, il n'y aura pas la paix et il y aura la guerre. Ce n'est pas une blague. Regardez ce qui se passe à la suite de ces incitations. Donc, la situation est grave et difficile. Ce n'est pas notre faute du tout. Nous, les Juifs, on a le droit de dire qu'on veut aller prier là-bas. Et si c'est ça qui fait sauter le monde musulman, le monde musulman, ben qu'il saute. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on se suicide? Qu'on vous donne à vous, aux musulmans, tout le Moyen-Orient, les Kurdes, les Juifs n'ont pas les droits. Les Berbères en Afrique du Nord n'ont pas les droits. Les Yazidis n'ont pas les droits. Les chrétiens n'ont pas les droits. Il n'y a que les musulmans. Non, il y a des limites à tout cela. Il faut comprendre. Alors, on peut jouer ici la comédie. Monsieur nous raconte l'histoire sur un accord. L'accord n'a pas... C'est pas comme ça. C'est loin de ça. Écoutez, Jérusalem, c'est une ville israélienne, mais on peut trouver une solution. Le fait est que Ehud Barak et Olmert ont donné la moitié de Jérusalem, où il y a des Arabes qui habitent, les quartiers arabes. Jérusalem, c'est le territoire palestinien. Quelle moitié vous parlez? Découper la Palestine, découper Jérusalem selon les quartiers juifs et arabes. Et trouver une solution de compromis pour le monde du temple. C'est vrai, ça a été fait par Ehud Barak et Clinton. D'ailleurs, on a proposé quelque chose de formidable. Que la souveraineté israélienne sera en bas, sous terre, et la souveraineté arabe, musulmane, sera au-dessus. Même ça, ils n'ont pas voulu. Alors, il y a un problème. Ils veulent les Juifs dehors, il n'y a pas autre chose. Pour le reste, on peut nous raconter une histoire. Bon, c'est comme ça. Amir Badran, sur ces reconnaissances venant d'Europe et notamment de la France, est-ce que c'est à votre avis la bonne stratégie aujourd'hui pour les Palestiniens de passer par ce type d'initiative? Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie à faire, mais je pense que le peuple palestinien, en fait, vu qu'il a perdu un espoir dans les pourparlers directs avec Israël, vu que leur possibilité de la guerre de libération armée est très très restreinte, et leur dernier recours aujourd'hui, depuis quelques mois ou depuis quelques années, est celui des institutions internationales et saisir le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, essayer d'influencer sur les gouvernements et les parlements du monde entier en disant voilà, nous on a le droit d'être un peuple d'autodétermination, d'indépendance. Il est temps qu'on a notre indépendance et on n'accepte plus être des Palestiniens vivant sous occupation. D'ailleurs, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui à Jérusalem est le fait direct de l'occupation. Il n'y aurait pas d'occupation, il n'y aurait pas eu de ces émeutes. Alors, je voudrais qu'on écoute une réaction aujourd'hui. On a donné les Palestiniens leur État depuis longtemps. Juste, on écoute la réaction de John Kerry, c'était il y a quelques instants à Paris. En fait, écoutez, il faut l'admettre. Il faut savoir ce qu'on est en train de leur donner. Juste, on ne va pas continuer sur le mont du Temple, mais juste on écoute la réaction de John Kerry, le secrétaire d'État américain, après cet attentat de Jérusalem, c'était à Paris. Je condamne l'acte terroriste d'aujourd'hui, au cours duquel une personne a percuté des innocents, restés sur le bord de la route avec sa voiture. Ce n'est pas uniquement un acte terroriste, mais également une atrocité. Cela aggrave de plus en plus la situation. Cela ne fait qu'augmenter les tensions. Il y en a qui s'opposent à la paix,
Il faut les empêcher de contrôler ce qui se passe dans la région. Voilà donc réaction de John Kerry tout à l'heure à Paris. Très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Zvi Mazel, est-ce que les Américains aujourd'hui ont une position qui vous semble de nature à apaiser la situation ou pas? Ils ont perdu leur influence en fait. C'est vrai qu'il y a une très bonne coopération sécuritaire entre nous, les Américains, mais il y a un problème avec l'administration actuelle, n'est-ce pas? Et ce qui s'est désengagé complètement du Moyen-Orient. Et en ce qui concerne, je parle de l'Irak, la Syrie, etc. En ce qui nous concerne, donc, ils ont proposé quelque chose, on a essayé de faire le maximum. Abu Mazen a repoussé toutes nos propositions, il n'y a pas de négociation, c'est triste. Donc l'Ouest, en fait, n'a pas actuellement d'influence, puisque face à lui, il y a un monde musulman et qui est incité, qui est fanatisé et qui croit qu'elle peut tout faire. C'est triste, mais c'est comme ça. Et Jérusalem, l'histoire de Jérusalem, fait partie de ça. Ça n'a rien à voir avec des circonstances locales précises, comme on vient de l'entendre ici, absolument pas. Bon, je pense qu'il est temps que la politique de l'autruche menée par Israël se termine. On ne peut pas plonger la tête dans le sol et dire tout le monde est contre nous. Le monde n'est pas contre eux. Et il faut voir la vérité en face. La communauté internationale ne peut pas tous mentir. Merci Amir Badran, merci Zvi Mazel. Dans un instant invité le général Amnon Reshef qui appelle à la paix, lui. On verra.